Les données et la vie privée, bon, c'est un sujet qui est très actuel et un sujet qui me passionne. On en parle avec Francis Langlois, qui est diplômé de McGill en droit et qui travaille présentement au cabinet McCarthy Tétrault. On va parler des lois sur la vie privée et spoiler alert, c'est pas juste en Californie et en Europe que ça arrive, c'est aussi ici au Québec, au Canada, il y a des mises à jour qui s'en viennent en 2021. Sinon, on ne passera pas à côté de parler évidemment des GAFA, Apple, Facebook et compagnie. C'est un sujet qui est très actuel, trop actuel même, on en parle beaucoup, mais c'est hyper important. Donc, bonne écoute! C'est parti. Salut Francis, comment ça va? Salut Charles, ça va super, toi? Ça va bien, merci. Écoute, aujourd'hui, on est là pour parler du côté un peu plus légal, là, sans nécessairement entrer dans le conseil juridique, bien sûr, mais un peu plus parler du côté légal avec la donnée, un peu le sujet que j'aime parler. Puis, tu sais, peut-être pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de toi, puis pourquoi tu es ici avec nous aujourd'hui. Ouais, ben moi je suis stagiaire en droit présentement, là, à la toute fin de mon stage chez McCarthy Tétrault, qui est un cabinet d'avocats au Canada, mais qui a des bureaux à Montréal. J'ai étudié à l'Université McGill le double bac droit civil common law. Puis avant ça, j'avais étudié en relations internationales, droit international à l'UQAM. Et j'ai de l'intérêt pour les nouvelles technologies, les données depuis à peu près mon arrivée à McGill. Et c'est un intérêt qui s'est développé là, depuis que j'ai commencé à travailler pour McCarthy Tétrault. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs dossiers en lien avec la vie privée pour différentes catégories de clients. Puis mon intérêt s'est toujours confirmé dans ces domaines-là, la technologie en général, mais la vie privée en particulier. Et je suis là pour partager, disons, un peu mon expérience, puis parler des nouvelles lois qui approchent au Canada, là, autant au Québec qu'au fédéral. J'imagine qu'on va en parler un petit peu plus. Oui, exactement. Puis tu sais, pour mettre la table un petit peu, j'aimerais ça qu'on discute du contexte, puis pourquoi on a eu un besoin de mettre ces lois-là en place, ben, ou du moins que les lois qui arrivent au Canada, mais tu sais, en Europe, ça fait déjà quelques années. Californie aussi, c'est quelque chose euh, qui ont mis en place. C'est quoi le problème ou le besoin que ces lois-là répondent? En commençant, pour préciser aussi, juste pour le rappeler, là, tu l'as précisé, mais évidemment, autant à cause de mon statut de stagiaire, tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est évidemment pas du conseil juridique. C'est des questions plus particulières, mais les auditeurs pourront aller chercher des conseils. Puis ça reflète mon opinion là, personnelle, puis et pas l'opinion ou les positions de mon cabinet. Mais c'est vraiment, c'est une bonne façon de commencer. Charles, les lois sur la vie privée sont quand même assez anciennes. Puis on est en ce moment, en fait, disons, dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième vague. Par exemple, si on prend le cas du Québec, la première loi, ce qu'on appelle la loi sur le secteur privé, qui gère les questions de vie privée au Québec, date du milieu des années 90, là, 93 ou 94. Et le nouveau projet de loi, le projet de loi 64, a commencé le processus législatif en juin 2020. Donc, on est comme dans la deuxième vague de la protection de la vie privée dans le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les lois de protection de la vie privée, pas juste au Québec, pas juste au Canada, ont généralement commencé, ça a de l'impact un peu sur comment ces lois-là sont faites, sur la gestion des données dans le secteur public. Par exemple, aux États-Unis, là, la loi sur le traitement des données par le gouvernement fédéral date des années 70, par exemple, et la plupart des lois similaires datent d'environ cette période-là aussi. Mais ça c'est des lois qui étaient faites essentiellement dans une ère technologique complètement différente. Right? Là, on a ce qu'on appelait les mainframe computers, où les ordinateurs, ça avait, je veux dire, la taille d'un terrain de basket, par exemple, pour à peu près le dixième de la puissance de calcul d'un iPhone qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Les lois qui ont été faites dans les années 90 ont été faites au tout début de l'Internet, même quand l'Internet, c'était loin d'être aussi répandu que c'est aujourd'hui, avant les médias sociaux, avant TikTok, avant Instagram, avant Facebook, même avant Google. Donc, c'est des lois qui devaient être changées, qui devaient être mis à jour. Et ça a commencé récemment vraiment avec l'Union européenne
avec le RGDP, le fameux GDPR, que les gens sont généralement assez familiers aujourd'hui dans l'industrie, parce que c'est comme un peu devenu des standards appliqués assez largement, parce que l'Union européenne a fait en sorte que n'importe quelle entreprise qui traite des données citoyens européens, même si c'est des entreprises qui sont basées à l'extérieur des frontières de l'Europe, ben, ils doivent respecter, ils doivent comply avec ces lois-là. Et ça a entraîné un mouvement législatif, dont tu as mentionné la loi californienne, la Consumer Privacy Protection Act en Californie. On va l'appeler la loi californienne pour faire plus simple. Et maintenant, au Québec et au Canada, avec, au Québec, comme je l'ai dit, le projet de loi 64, et au fédéral, le projet de loi C11, qui a à peu près le même objectif. On est vraiment dans une deuxième vague qui prend en compte tout ce qui s'est passé dans les 20-30 dernières années avec les réseaux sociaux, avec le développement de l'Internet. Donc, c'est vraiment comme une mise à jour de ces lois-là. Plus qu'une création complète de nouvelles lois, c'est vraiment une mise à jour très importante, mais quand même une mise à jour. OK, oui, super intéressant parce que tu parles du public, tu parles des débuts d'Internet. Personnellement, j'ai travaillé avec la donnée avec des institutions financières, la donnée financière, puis c'est assez bien cadré aussi ce que tu peux faire dans ce genre d'institution-là avec la donnée des usagers. Puis ça m'a toujours surpris aussi que, tu sais, mettons, Facebook, Google peut avancer la donnée sur des mineurs, par exemple. Et de l'autre côté, ces institutions financières-là sont assez bien cadrées. Est-ce que ça rentre dans ce qui était fait avec du côté pour la donnée fédérale aux États-Unis ou au Canada, en fait? Bien, je pense que je ne suis pas nécessairement familier avec ces subtilités-là pour spécifiquement les entreprises financières, mais c'est sûr que si tu compares des banques par rapport à Facebook, c'est le simple fait que les banques soient des institutions qui sont beaucoup plus anciennes que Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé quand toutes ces entreprises-là, les nouvelles tech, sont apparues? C'est qu'ils ont créé des nouvelles façons d'utiliser les données qui n'avaient pas été prévues dans les lois, qui étaient complètement nouvelles. Personne n'avait prévu, par exemple, dans les années 70 ou 80, qu'un jour, ça serait possible de publier des photos, des commentaires vraiment au monde entier avec les réseaux sociaux, toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur les opinions politiques, je veux dire, les différentes choses qu'on peut révéler sur les réseaux sociaux. C'était vraiment pas prévu dans les régimes juridiques. Pour les banques, par exemple, c'est des bases de données peut-être un petit peu plus traditionnelles, dans le sens où est-ce qu'ils collectent des données parce que c'est des gens ils ont besoin de ces données-là pour fonctionner. Beaucoup d'entreprises ont besoin des données, pas nécessairement pour faire du data science, mais simplement, par exemple, pour contacter des consommateurs, pour avoir, une banque va, par exemple, avoir les informations financières particulièrement sensibles des personnes. Mais ça fait assez longtemps que ce type d'entreprises-là ont accès et utilisent ce genre de données-là. Qu'est-ce qui arrive avec Facebook? C'est des nouveaux types de données qui sont apparus, des nouvelles utilisations. C'est ça qui est pris en compte, qu'on tente de régler avec les nouvelles lois là, depuis le GDPR. C'est ça. Puis concrètement, le GDPR, ou en tout cas la loi européenne, qu'est-ce que ça... C'est quoi que c'est venu changer ou mettre en place comme règle pour les... Peut-être tu peux nous parler un petit peu de je dirais que moi, les points que personnellement je trouve les plus importants, c'est le RGDP, la loi européenne, a créé des nouveaux droits, par exemple, ou a, disons, confirmé des nouveaux droits aux individus, comme par exemple le droit à l'oubli. Et ce genre de droit-là, par exemple, dans le fond, de pouvoir demander aux entreprises de retirer des informations qui sont sur l'Internet, de désindexer, par exemple, pour faire en sorte que quand on tape dans un moteur de recherche, bien, la nouvelle ou l'élément d'information qui était compromettant, par exemple, ou embarrassant pour une personne, on ne puisse plus y accéder aussi facilement, par exemple, à travers une recherche Google, par exemple. Il y a ce genre de droits-là. Par exemple, aussi des droits par rapport au processus de décision automatisé. Par exemple, si on utilise un algorithme particulier pour traiter les données d'une personne, ce n'est pas un être humain qui prend la décision, mais il y a des droits particuliers qui ont été inclus dans la loi européenne sur ça. Plus de précision également au niveau du consentement, quand c'est permis, quand c'est possible d'utiliser les données sans nécessairement avoir le consentement explicite
d'une personne, parce qu'il peut y avoir des cas où c'est légitime pour une entreprise d'utiliser les données sans nécessairement avoir eu le consentement d'une personne. Et en gros aussi, peut-être plus concrètement pour les entreprises aussi, c'est plus de mesures sévères quand il y a du non-respect de ces lois-là. On va le voir aussi dans le projet de loi 64 et au Canada avec le projet de loi C11. Qu'est-ce qui a vraiment, disons, changé un peu la donne, c'est que maintenant, l'Union européenne, les instances de l'Union européenne vont être beaucoup plus sévères et ont des pouvoirs beaucoup plus élevés avec le RGDP, notamment avec des sanctions monétaires assez salées pour les entreprises qui ne respectent pas les dispositions. Donc, c'est ça un peu qui change la donne. Plus de droits, plus de responsabilités sur les entreprises avec, d'un autre côté, des sanctions plus sévères. Généralement, on peut dire que c'est un peu un bon mix pour que ça inquiète les gens qui œuvrent dans ce milieu-là, qui utilisent les données, parce qu'ils ont de nouvelles obligations, et s'ils ne respectent pas ces obligations-là, il y a des sanctions qui sont plus sévères. Puis la loi européenne par rapport à la loi californienne, c'est quoi les similitudes, les différences? Est-ce que... C'est des lois qui sont assez similaires. Je ne suis pas familier, évidemment, je pratique ni en Europe ni en Californie, mais c'est des lois qui sont assez similaires. Qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que, et c'est ça qu'on va voir au fil des années, c'est que différents régimes, il peut y avoir une compétition législative pour attirer, par exemple, des entreprises dans différentes juridictions. Et les États peuvent utiliser ça, par exemple, dire nos lois sur la vie privée sont moins sévères ici dans notre juridiction. Donc, les entreprises qui traitent des données, qui sont bien fortes avec les données, vont peut-être plus vouloir aller en Californie ou plus vouloir aller en Europe, dépendamment comment les lois vont évoluer. Mais ça reste quand même des lois qui sont dans le même esprit. Généralement, donc, plus de sanctions avec des nouveaux droits pour les individus qui confient leurs données aux entreprises. Donc, en général, il va y avoir des subtilités dont je suis certain que des avocats en Californie et en Europe pourraient démêler. Mais ça reste grosso modo, au niveau où est-ce qu'on en discute, des lois qui ont comme dans le même esprit. Parce qu'ils ont été faits pour réagir à peu près aux mêmes choses, dans les mêmes contextes, mais bien sûr avec les approches spécifiques à l'Europe et spécifiques aux États-Unis. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu parlais de compétition au niveau législatif entre les États. Par exemple, aux États-Unis, c'est un truc qu'on a vu aussi au niveau, mettons, fiscalement, là, certains États sont plus avantageux. À quel point c'est l'état dans lequel l'entreprise se trouve et non dans l'état des données des gens qui sont traités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je traite des données si moi j'habite en Californie et que la compagnie est au Delaware, est-ce qu'elle doit respecter les lois de la Californie ou... Généralement, oui, en termes de données, parce que l'important, c'est où va être le sujet de données. Comme ça, par exemple, c'est ça la question en Europe. Je veux dire, les entreprises, par exemple, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand le GDPR est rentré en vigueur, même ici, même au Canada, les sites Internet sur lesquels on allait nous mettaient à jour et nous indiquaient qu'ils respectaient le GDPR. Mais ils faisaient ça parce qu'ils traitent des données de citoyens européens, donc ils ont décidé d'appliquer, disons, ces règles-là pour l'ensemble de leurs consommateurs, pour appliquer une seule série de règles. Et ça, justement, c'est quelque chose qui peut devenir assez complexe pour les entreprises dans un contexte où est-ce qu'il y a des obligations en Europe, il y a des obligations en Californie, il y a des obligations au Canada, puis à l'intérieur du Canada, il y en a au fédéral, il y en a dans les différentes provinces. Donc, ça peut devenir quand même assez rapidement un casse-tête pour les entreprises et surtout, et disons que la subtilité, peut-être la différence, qu'est-ce qui est intéressant avec la vie privée, mais avec les données, quand on traite de données sur Internet, c'est vraiment une entreprise, peu importe dans le monde, peut se retrouver soumise à plusieurs régimes juridiques en même temps, dépendamment si les consommateurs, les personnes que la compagnie va servir, sont dans différentes juridictions. Donc, ça peut devenir rapidement des gros défis pour les entreprises de respecter les règles de différents régimes, surtout quand différents régimes peuvent avoir des subtilités régionales, là, si on peut dire. C'est quand même intéressant parce que j'ai comme l'impression que ça va avoir un effet différent que du côté fiscal où c'est un peu la compétition à trouver l'endroit où que les taux, les impôts sont le plus bas parce que
personnellement, si j'avais l'entreprise, peut-être que je me dirais, bon, je vais comply aux normes les plus élevées, puis dans ce cas-là, bon, ben, ça va être plus simple. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est… Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ça, ce genre de. Et je pense que c'était ça un peu l'idée derrière pourquoi des entreprises qui on traite des données de différents clients. Pourquoi est-ce que tu n'appliquerais pas le régime canadien aux Canadiens, le régime européen aux Européens? C'est parce que justement, c'est une question de coût. Ça peut devenir extrêmement onéreux pour les entreprises de gérer plusieurs régimes législatifs. Donc, puis dans ce contexte-là, euh, ça peut être une bonne approche de dire on va respecter, on va adopter le régime le plus sévère. À supposer que ça ne crée pas certaines frictions dans certains cas. Il faudrait le voir dans chaque cas particulier. Mais ça semble être effectivement l'approche que beaucoup de gens ont adoptée, de dire on va respecter la loi la plus sévère. Et jusqu'à présent, ça semble être la loi européenne qui semble avoir ce statut-là en ce moment. C'est aussi la plus ancienne, là, entre guillemets. Je veux dire, il n'y a pas une longue histoire encore dans ce type de loi-là, disons la seconde génération des lois sur le traitement des données dans le privé. Mais jusqu'à présent, ça semble être la loi européenne. Sinon, l'autre affaire que ça m'a fait penser, c'est est-ce qu'il y aurait un avantage à, je ne sais pas à quel point c'est possible, mais avoir une loi un peu, tu sais, je sais vraiment pas, mais une loi internationale ou j'en sais rien qui pourrait… Ça, c'est certain que ça pourrait être une avenue vraiment intéressante à explorer. Je pense que c'est encore peut-être un peu tôt pour commencer à développer ce genre de choses-là, mais il y a d'autres exemples de coopération internationale en termes commercial, par exemple. Puis d'un certain point, la loi européenne en tant que telle, c'est une loi multinationale. Je veux dire, c'est à l'intérieur de l'Europe, mais c'est une compétition entre États, entre plusieurs États qui restent souverains. Et donc, c'est absolument possible. Je pense que ce serait vraiment une avenue intéressante à explorer, surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux de transferts transnationaux de données et que ça pourrait être un aspect vraiment essentiel du commerce international, d'avoir un aspect d'échange de données puis d'avoir des dispositions particulières. Bon, parce que ça peut être à travers nécessairement l'ONU, par exemple. Ça peut être une option ou d'autres organismes internationaux. Définitivement, mais je pense qu'il y a des discussions aussi à ce sujet-là. Je ne suis pas particulièrement au fait des derniers développements, mais ça peut être quelque chose auquel on peut s'attendre. Mais comme dans n'importe quel autre domaine de coopération internationale, c'est juste ça peut être extrêmement difficile aussi. On le voit avec la coopération internationale en termes d'environnement, par exemple. Les États ont souvent des… et là, c'est plus mon premier bac qui parle que mon bac en droit, mais je veux dire, c'est la coopération, elle peut être difficile, mais à terme, c'est quelque chose qu'on pourrait voir parce que, tu sais, pour les États, à un certain point, ça peut être plus coûteux d'avoir différents régimes qui clashent les uns contre les autres. Puis s'il y a suffisamment d'incitatifs, absolument, on pourrait voir une loi internationale à ce niveau-là. Ou au moins, tu sais, des principes généraux, par exemple. Et ça pourrait être très utile, quant à moi. Non, c'est ça, parce que de ce qu'on voit de ce qu'on voit en Europe, justement, comme tu dis, c'est déjà plusieurs pays ensemble. C'est quand même déjà un assez gros bloc. On pourrait penser que le reste de l'Occident pourrait suivre. Puis je pense que c'est une bonne façon de transiger vers justement qu'est-ce qui se trame au Québec, au Canada par rapport à ces changements sur ces lois-là. Ben, en gros, c'est ça. C'est des mises à jour et c'est, disons, de s'aligner avec les changements qui ont été faits avec la loi européenne et la loi en Californie. Donc, l'enjeu d'uniformiser les lois, les lois sont quand même, si on regarde un peu le projet de loi C11, le projet de loi 64, les lois ne sont pas identiques, mais se rapprochent sensiblement. Et il y a clairement de l'influence de la loi européenne, de la loi californienne sur les développements au Québec et au Canada. Au Québec, avec lequel je suis un petit peu plus familier, le projet de loi, comme je disais, ça date de juin 2020. Là, le projet de loi est encore… il y a eu des discussions et il y a eu des appels à la contribution de différents acteurs du milieu, là, des entreprises, là, des ONG, des différents intervenants à l'automne. Et là, le projet de loi est encore sous étude, puis on devrait avoir une nouvelle mouture au courant de l'année ou en tout cas
prochainement et pour une adoption dans les prochaines années. Et donc, il y a ce même aspect-là qu'on voit avec la loi européenne, c'est-à-dire des nouveaux droits qui sont corrélés avec des nouvelles obligations pour les entreprises avec des sanctions plus sévères. Et le contraste est quand même assez fort là, à ce niveau-là parce que jusqu'à présent, avec la loi actuelle, il y avait relativement peu de sanctions, il y avait relativement peu d'enforcement sur les entreprises. Je pense que tu pourrais en parler un peu dans ton expérience parce que tu as travaillé dans le milieu. Je ne pense pas que les entreprises étaient énormément inquiètes par le fait de recevoir des sanctions très sévères au niveau de leur gestion des données. Mais maintenant, juste pour donner un ordre de grandeur, il pourrait y avoir des sanctions de type administratif données par la Commission d'accès à l'information qui pourrait aller jusqu'à 10 millions de dollars ou quelque chose comme 2 ou 3 du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et il pourrait y avoir des sanctions pénales encore plus élevées pour les entreprises. Et là, la Commission d'accès à l'information pourrait poursuivre devant les tribunaux les entreprises qui ne respectent pas les dispositions de la loi, en plus des sanctions administratives. Pour les détails de chiffres, ça peut encore changer parce qu'il y a encore des débats à ce niveau-là. Mais on voit déjà d'une situation où est-ce que les entreprises ne sont presque pas inquiétées de sanctions très sévères à une situation où est-ce que ça peut être plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas plusieurs dizaines de millions de dollars d'amende ou de sanctions pour non-respect de ces lois-là. Donc, ça peut être assez sévère pour les entreprises. Et les nouvelles obligations, par exemple, ça peut tourner, par exemple, une des obligations qui est amenée, par exemple, c'est lorsque des transferts transnationaux de données, faire en sorte que l'entreprise évalue l'état des lois sur la vie privée dans la juridiction où les données sont envoyées pour s'assurer que les obligations, par exemple, aux États-Unis sont équivalentes à celles qu'on retrouve au Québec, dans le fond, qui a le même niveau de protection. C'est aussi des nouvelles obligations par rapport au consentement. Dans certains cas, aller chercher le consentement explicite, par exemple, quand c'est des informations personnelles qui sont considérées comme des informations sensibles. Et ça, un consentement explicite, c'est un consentement qui vise vraiment l'utilisation de la donnée plutôt que spécifique qu'on va en faire, plutôt qu'un consentement général qui peut être pour plusieurs sortes d'utilisation. Pour certains cas de données, aller demander aux entreprises d'aller chercher un consentement beaucoup plus spécifique et beaucoup plus précis pour une utilisation précise de la donnée. Donc, ça amène beaucoup d'autres obligations, beaucoup d'autres choses que les entreprises doivent respecter avec, comme avec la loi européenne, des sanctions plus sévères. Donc, disons que c'est ça le outlook général qu'on peut s'attendre avec le nouveau projet de loi. Les détails risquent encore de changer, mais en général, je pense qu'on peut s'attendre que cette base-là reste la même. OK, super. Ça nous éclaire un peu sur qu'est-ce qui nous attend au Québec, au Canada. Il n'y a pas juste les États qui changent un peu leur façon de faire, qui créent des nouvelles règles. Dernièrement, l'entreprise à la pomme, Apple, l'entreprise a changé un peu ses lois. Ça est rentré un petit peu dans un combat de coq avec Facebook. C'est quoi ta vision par rapport à ce genre de move, entre guillemets, pour l'entreprise? Ben, c'est ça, pour expliquer un peu, c'est dans le fond, c'est depuis un certain temps, disons que Facebook et Apple présentent deux visions qui ne sont pas nécessairement opposées, mais qui ont clashé, disons, dans les dernières semaines là, avec je pense que c'est Mark Zuckerberg de Facebook, évidemment, qui a eu des mots quand même assez sévères contre Apple dans un dernier earning call. Puis après ça, Tim Cook de Apple qui a répondu dans une conférence internationale sur la vie privée. En gros, c'est que Apple propose de faire des nouvelles règles dans son App Store pour faire en sorte que les personnes qui téléchargent des applications du App Store reçoivent des notifications sur la vie privée à propos de l'utilisation des données que font les applications qui ont leur cellulaire pour après ça dire non, je ne veux pas que cette application-là utilise mes données de cette façon-là. Puis évidemment, ça peut avoir des impacts assez négatifs sur des entreprises comme Facebook qui
à travers nombreuses de leurs applications, notamment l'application Facebook, l'application Messenger, vont utiliser ces données-là pour notamment pour faire de la publicité ciblée. Donc, je suis un peu entre les deux parce que je veux dire, les publicités peuvent être extrêmement ciblées, peuvent être extrêmement utiles, par exemple, pour des PME, pour des petites entreprises. C'est ça l'approche et l'argument qu'a présenté notamment Facebook, c'est de dire que ces données-là sont très utiles, par exemple, pour toutes sortes d'entreprises, pas nécessairement pour Facebook, évidemment, mais des entreprises beaucoup plus petites aussi, qui ont besoin pour aller chercher leurs consommateurs de cibler précisément. Donc, et pour cibler précisément les consommateurs, il faut avoir accès à ces données-là qui sont récoltées à travers les applications comme Facebook. D'un autre côté, le point d'Apple, c'est de dire un peu, on a vu un peu le Far West là, dans les dernières années avec l'utilisation des données et de dire que, dans le fond, il y a beaucoup d'entreprises qui profitent du fait que ce soit justement un peu le Far West pour prendre des données, pour les utiliser de toutes sortes de façons, pas nécessairement toujours très recommandable. Là, on peut repenser, par exemple, à le cas de Cambridge Analytica, qui est peut-être le plus fameux, là, avec l'utilisation, justement avec Facebook, des données Facebook pour faire de l'influence politique indue puis influencer le résultat des élections américaines en 2016. Il y en a certainement d'autres exemples aussi. Puis, je pense que c'est sûr que ça peut être, je pense que ça amène un point intéressant dans le fond qu'il n'y a pas juste les lois aussi, mais il y a aussi dans la façon dont les entreprises font leurs règles au niveau de la vie privée, puis la politique au niveau presque de l'user interface d'Apple. C'est un exemple de comment, je veux dire, des pratiques que vont mettre en place des entreprises peuvent influencer la vie privée. Après, je pense que ça peut être intéressant de voir des. Je pense que l'approche d'Apple, je ne sais pas si nécessairement elle va avoir l'impact voulu sur la vie privée, puis que ça va nécessairement, je ne sais pas que ça va nécessairement amener une meilleure protection de la vie privée, mais je pense qu'en général, je trouve que c'est quand même intéressant que les entreprises tentent de faire proposer des nouvelles approches pour obtenir des consentements qui sont plus éclairés. Puis peut-être qu'on peut espérer dans ce cas-là qu'il y ait une meilleure collaboration, par exemple, entre Apple et Facebook à ce niveau-là, pour faire en sorte que, disons, pour atteindre un certain compromis entre les deux, où est-ce qu'on pourrait mieux informer les consommateurs, parce que je pense que c'est quand même une bonne chose, mieux informer les gens sur comment les utilisations des données sont faites, et d'une façon qui garde quand même les bonnes utilisations des données qui peuvent être faites. Et c'est un peu cette balance-là, c'est ça qui est toujours difficile dans les lois sur la vie privée. Puis c'est ça un peu l'équilibre que tente d'atteindre la loi actuelle au Canada, qui est PIPEDA, qui est la loi qui date du début des années 2000, et la loi québécoise également. On essaie toujours de garder cet équilibre-là entre les utilisations légitimes des données par les entreprises qu'on veut faciliter parce qu'elles sont bonnes pour la croissance économique, qui sont bonnes pour l'innovation et la protection des droits des individus. Parce que s'il y a des abus, les gens voudront moins mettre leurs données de l'avant. S'il y a des abus, il va y avoir des dommages pour les individus qui vont nuire à l'ensemble du système. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'on le voit un peu en temps réel, est en train de se négocier entre Apple et Facebook. Puis je suis la situation, puis je suis vraiment très curieux de voir qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Non, c'est sûr. En plus que probablement ce qui est intéressant avec Apple, c'est que potentiellement, ils ont un plus gros impact que l'Union européenne. Qui sait, c'est assez gros comme entreprise avec assez d'utilisateurs que la façon dont ils sont capables de créer des règles qui pourraient être plus grosses que des lois là, dans certains cas, certains pays. Je ne sais pas nécessairement si ça pourrait être plus gros que des lois, mais c'est sûr que parce que je pense pas que, par exemple, on pourrait remplacer 100% les lois et la surveillance réglementaire par entièrement des mesures qui sont au niveau du user interface, là, par exemple. Je pense que ça doit être une combinaison de plusieurs choses. C'est sûr que des mesures dans ce genre-là qui pourraient être adoptées par d'autres entreprises, ça peut être intéressant parce que c'est peut-être plus concret, un petit peu plus près des individus dans l'utilisation concrète au jour le jour des technologies. Tandis que souvent, les lois sur la vie privée, je veux dire, si on ne s'en va pas devant les tribunaux, ils peuvent sembler
très loin de la pratique. Je pense que c'est une combinaison des deux qui va arriver à des résultats intéressants. Et je pense que ça montre que, je veux dire, il y a toujours des développements. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il il y a un certain argument dans le contexte de la vie privée qui dit que, je veux dire, en ce moment, c'est un peu inutile de demander le consentement des gens, par exemple, pour l'utilisation des données parce que, je veux dire, les gens ne lisent pas, par exemple, les termes et conditions d'utilisation des sites web. C'est vraiment pratique. On est tous coupables de ça, de ne pas lire le petit caractère. Je veux dire, qu'on soit avocat ou non, quand on signe quand on s'abonne sur un nouveau site Internet, qu'on se crée un compte, on ne prend pas le temps de lire tous ces éléments-là. Mais je pense que d'avoir des éléments qui sont plus interactifs pour expliquer comment les données sont utilisées, à quoi elles servent, tout ça pour simplifier. Je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus très à l'aise à donner accès à leurs données si on prend la peine de l'expliquer de façon simple, de façon claire. Je pense que ça peut être une voie assez intéressante qui n'a pas nécessairement été énormément explorée dans les dernières années, mais je pense qu'il pourrait être exploré davantage avec les nouvelles sanctions, les nouvelles obligations pour les entreprises. Je pense qu'il y a de la place à l'innovation à ce niveau-là pour aller chercher un meilleur consentement des individus. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire, les nouvelles lois demandent des consentements plus précis, des consentements plus ciblés pour certaines utilisations. Mais si on a des meilleures interfaces dans les applications, si on a des meilleures interfaces sur les systèmes avec des nouvelles façons de présenter, par exemple de façon plus visuelle, qu'est-ce qui se passe avec la donnée dans l'entreprise, je pense que ça peut être une bonne façon. Ça peut être des innovations qui peuvent être intéressantes. Oui, c'est clair. Tu vois, la nouvelle version de iOS 14 sur le App Store, tu peux voir chaque application quelle source de données, du moins, ils vont chercher. Donc, tu peux voir, je vous conseille tous à l'écoute d'aller voir Facebook, Instagram, c'est assez intense. Ça veut un iPhone qui a la plus récente mise à jour, des données de santé financière, un peu tout ce que tu peux penser qui sur ton téléphone, ils vont le chercher, contrairement à d'autres applications qui sont un petit peu moins, qui vont chercher un petit peu moins, disons. Sinon, on sort un petit peu du sujet, mais tu sais, je trouve que c'est quand même en lien justement à Apple, Facebook, à quel point côté disons, utilisation de leur plateforme, tu sais, ce qu'on se dit, c'est probablement qu'Apple utilise un peu le côté, c'est un peu un monopolaire, pas nécessairement un vrai monopolaire, là, mais tu sais, il y a une force assez puissante sur le marché. On dirait qu'ils utilisent le côté vie privée pour potentiellement se mettre de l'avant. Je ne sais pas si. Définitivement. Puis je pense que ça, c'est sûr qu'il y a. C'est un peu, pour faire l'avocat du diable, c'est certainement ce que Facebook. Par exemple, un argument que Facebook a fait pour dénoncer, disons, un peu Apple, je veux dire, c'est Apple utilise ça justement pour ses avantages, pour prendre ses avantages commerciaux, par exemple. Ça, c'est la vision qui a été présentée par Facebook. Et c'est sûr que Apple a, par exemple, l'avantage de ne pas être aussi dépendant, par exemple, de la capture de données en ligne pour les publicités, parce que, je veux dire, les grosses sources de cash flow d'Apple, ça reste ses produits physiques. Donc, Apple est quand même dans une position intéressante à ce niveau-là pour se positionner comme une entreprise qui protège et qui promeut la vie privée. Mais je ne pense pas que je pense que c'est une stratégie qui peut être utilisée par vraiment plusieurs entreprises. Et à l'avenir, alors que ça devient de plus en plus important pour les consommateurs, pour les citoyens, mais qu'il y a de plus en plus d'intérêt, disons, de la part des gouvernements, des législateurs sur ce sujet-là, ça peut définitivement être une approche d'une entreprise de se positionner comme une entreprise qui a de fortes valeurs de protection de la vie privée. Après, c'est sûr, il y a le discours et la pratique qui peuvent être divorcés dans n'importe quelle entreprise, mais ça peut être une façon de se démarquer sur un marché, ça peut être une façon de se démarquer pour une grande entreprise, ça peut être une façon de se démarquer pour une plus petite entreprise. Tout dépend de l'appétit des consommateurs pour ce genre de mesures-là. Oui, puis tu sais, l'autre truc aussi, c'est qu'on peut avoir peur d'un système à deux vitesses d'une part, beaucoup d'applications gratuites où tu échanges, je veux pas ta donnée pour des services. Après ça, d'autres gens qui ont plus les moyens sont capables de se payer disons, un iPhone peut coûter plus cher que d'autres téléphones. Et là, justement, Apple est un peu plus vie privée. Est-ce que
d'après toi, il y a un danger justement que une certaine couche de population soit plus à risque côté vie privée? C'est possible. C'est tout à fait possible. Faudra le voir en pratique parce que je pense pas qu'on est encore dans ce système-là où il y a exactement deux vitesses. Ça serait certainement à surveiller. Euh, mais c'est dans ces situations-là, je veux dire, que des lois qui s'appliquent à toutes les entreprises, peu importe comment ils se positionnent, peu importe, disons, le price point de leur service, ou une application gratuite sur un cellulaire ou vendre un service Internet ou vendre un téléphone ou un ordinateur. Il faut d'abord un régime global pour tous. Je pense que c'est ça qui peut être, disons, la protection la plus efficace pour que ce soit juste aussi pour les entreprises. On ne veut pas nécessairement qu'il y ait deux vitesses non plus au niveau des obligations qui sont sur les entreprises. Même s'il peut, par exemple, on peut penser qu'il pourrait y avoir, par exemple, des exceptions. Il pourrait, puis ça, c'est une autre question, il pourrait, par exemple, y avoir des exceptions sur certaines mesures de la vie privée pour certaines catégories d'entreprises, par exemple, pour des PME en démarrage, par exemple, pour protéger, disons, disons, pour certaines PME qui seraient, comme disons, peut-être encadrées ou qui auraient dans certains domaines spécifiques, qui seraient avec des obligations un peu différentes ou plus adaptées à leur situation, par exemple au niveau de la vie privée. Ça pourrait être une avenue intéressante, par exemple. Non, ben ouais, c'est clair que pour des plus petites PME qui sont, ça peut devenir un peu une barrière à l'entrée à l'entrepreneuriat d'être capable de juste créer des systèmes qui permettent la vie privée. Sinon, je pense que c'est un bon passage justement. C'est quoi les conseils pour la PME qui récolte un peu de données sur l'expérience peut-être des lois européennes, californiennes au Québec? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire avec la donnée? Ben, moi, je dirais que c'est un des premiers points, c'est vraiment, puis ça risque, et ça pourrait devenir être une obligation là, dans la nouvelle loi québécoise, c'est vraiment de désigner une personne responsable à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement sa seule fonction, parce qu'on sait que dans les petites entreprises, dans les startups, il n'y a pas nécessairement, tu sais, ça, c'est des équipes qui peuvent être assez petites, mais d'avoir au moins une personne dont un des chapeaux, c'est du moment où est-ce qu'il y a beaucoup de données qui sont récoltées, puis ce sont des données sur des personnes, avoir une personne qui a la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait des bonnes politiques et des bonnes pratiques à l'intérieur de l'entreprise, que cette personne-là aussi soit à jour et soit capable de discuter avec les gens du milieu, que ce soit avec des avocats ou avec des gens du gouvernement, avec les dernières mises à jour, les dernières pratiques, les derniers conseils des législateurs, des gouvernements pour faire en sorte que les meilleures pratiques soient mises en place à l'intérieur de l'entreprise. Ça serait déjà, si ce n'est pas déjà fait dans une entreprise, dans le fond, ça, c'est un point pour que les enjeux de données deviennent plus visibles d'un point de vue légal. Parce qu'ils sont très souvent, j'imagine que tu pourrais plus en parler, dans une entreprise où est-ce qu'on utilise les données pour faire des nouveaux produits qui sont des nouveaux produits innovants. On va être d'un côté très focus sur l'aspect technique de qu'est-ce qu'on peut faire, de qu'est-ce qu'on veut faire avec les données, mais disons, de rendre plus visible l'aspect légal aussi qu'il y a derrière les données. Ça peut être aussi de faire preuve de transparence, par exemple, d'entrer en contact avec, par exemple, la Commission d'accès à l'information ou n'importe quel autre organisme réglementaire pour dire assez tôt dans un projet, hey, on a cette nouvelle idée-là, on pense que c'est vraiment, vraiment intéressant, mais on a besoin d'accéder à la donnée. Et comment aux données de personnes dans tel contexte, comment est-ce que vous conseillez, comment on veut faire ça de la façon la plus by the book, comment est-ce que vous conseillez ça? Puis d'établir des contacts avec les organismes réglementaires ou avec des organismes à l'intérieur des différents milieux d'affaires, par exemple, qui peuvent aider, qui peuvent donner du support. À ce niveau-là, je dirais que ce serait une bonne façon. Puis vraiment, d'avoir ça à l'esprit constamment pour être capable, à différents niveaux de l'entreprise, de flaguer les enjeux de vie privée à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de faire apparaître les enjeux. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a les éléments, par exemple, de mettre en place une politique de la gestion des données, par exemple, de publier ce genre de politique-là sur un site Internet, la rédiger pour faire en sorte que ça reflète en pratique
l'utilisation effective qui est faite de la donnée, que ce ne soit pas absolument sans rapport avec ce qu'on fait avec les données présentement. Puis je pense que c'est d'autant plus important que de prendre ces habitudes-là maintenant. Je pense que ça pourrait être payant pour les entreprises, surtout pour les PME, pendant qu'ils vont grossir et pour s'adapter et se préparer aux nouvelles lois qui approchent. Parce que si on s'adapte maintenant, ça va probablement être plus facile quand les lois vont être effectives. Donc, se mettre à jour les nouvelles mesures qui vont être en place. C'est sûr que des choses vont encore être appelées à changer. Je pense que ce serait ce genre de conseils-là généraux que je donnerais aux entreprises. Bon, c'est super. En plus, habituellement, du côté sécurité informatique, c'est toujours bon d'avoir une personne responsable. Fait que, c'est assez simple de dire, bon, cette personne-là va être aussi responsable du côté données. C'est souvent quelqu'un un peu plus technique, par contre. En tout cas, ça sera à réfléchir. Bon, non, c'est du cas par cas, mais... C'est dépendamment. Je pense que c'est ça, c'est une décision qui peut se prendre vraiment au niveau de l'entreprise et qui est mieux placé dans l'entreprise pour prendre ce type de responsabilité-là. Mais c'est certain que bien établir la responsabilité, c'est assez important parce que, je veux dire, les données sont rendues tellement importantes, puis les risques qui sont liés aux données, c'est pas le genre d'enjeu qu'un conseil d'administration, par exemple, peut se permettre d'ignorer si les données sont un aspect important des affaires de l'entreprise. Non, c'est ça. Puis même un conseil d'administration, c'est bon d'en parler, mais il ne faudrait pas non plus que cette personne-là soit, tu la rencontres, la personne qui est responsable de la donnée, soit sur le conseil et entendre parler tous les 3-6 mois, j'en sais rien. Je pense qu'il faut qu'elle soit au day-to-day puis qu'elle puisse se tenir au courant puis regarder ça. Sinon, écoute, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Francis, pour ton temps. Je pense que ça va intéresser beaucoup les gens. C'est des trucs qui sont hyper d'actualité. De plus en plus, on dirait que ça s'en va vers là. Donc, ton expertise est super appréciée. Donc, merci, Francis. Merci beaucoup, Charles, pour l'opportunité. Vraiment, évidemment, c'est un sujet vraiment intéressant d'actualité. Je pense qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler et ça, avec les nouvelles lois, mais aussi avec les nouvelles applications. On a parlé un peu de Facebook, Apple. Je pense que c'est vraiment un sujet qui reste extrêmement d'actualité. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt!